Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Après 2 ministres le mardi, 3 autres ont quitté hier mercredi le gouvernement de Mamadi Youla. Il s'agit de Siaka Bari de la culture, Luceni Camara de la ville et Sanaba Kaba de l'action sociale. Les 2 premiers sont remplacés par d'anciens ministres, à savoir Sanoussi Bantamasso et Ibrahima Kourouma. Des remaniements partiels qui suscitent des commentaires et font réagir des citoyens. Suivez quelques-uns dans ce reportage de Sa Alou Yombono. En 48 heures, ce sont au total 5 ministres qui sont débarqués du gouvernement pour céder leur place à d'autres cadres du pays. Le décret du président de la République lu sur les antennes des médias d'État ce mercredi nomme Sanoussi Bantamasso à la tête du département de la culture en lieu et place de Siaka Bari. Luceni Camara, lui, a cédé sa place à Ibrahima Kourouma au département de la ville et de l'aménagement du territoire. Et pendant ce temps, Sanaba Kaba se fait remplacer par celle qui était jusque-là sa secrétaire générale, Madame Djabi Mariam Silla. Dans l'émission Droit de comprendre, ce remaniement partiel suscite un débat contradictoire entre les auditeurs. Un camp se réjouit du décret. Pour le libéralisation des ministres qui viennent de se passer là, je suis très content parce que le ministre des Arts et Sports là ne foutait rien. Vous conviendrez que la Guinée doit organiser la CAN en 2023. Jusqu'ici, le président Alpha Condé n'a pas posé la première pierre face à cette situation. Est-ce que le ministre qui était là au pouvoir pouvait faire ça? Il ne parlait même pas de ça, seulement voyage sur voyage là. Ibrahima Kourouma est un cadre compétent. Personne ne peut l'occulter. D'ailleurs, il a géré pendant 6 ans un département aussi compliqué que le département de l'enseignement pré-universitaire. Ensuite, Bantamasso, vous le savez bien, il a été 2 fois ministre avec le professeur Alpha Condé. Surtout que c'est un jeune et bouillant au niveau des questions de jeunesse. Vous savez, le décret qu'il a envoyé à la présidence était par rapport à ces questions de jeunesse et culture. Et un autre exprime sa désolation, rappelant la gestion de certains de ceux qui viennent d'être nommés. Il parle de nomination à but politique. Souvenez-vous ce qu'Alpha Condé avait dit à Ibrahima Kourouma, il a bouffé des milliards. Alpha Condé a ramené la même personne, une personne qui a causé du tort au peuple de Guinée. Il y a eu plus de 8 morts. Monsieur Bantamasso, il a été nommé tout simplement le fait qu'il est en train de faire la propagande du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, ils sont en train de nommer des gens par leur appartenance politique. Ils sont en train de faire la médiocrité. Il est en train de nommer des gens qui le soutiennent pour un 3e mandat. Tous ceux-là qui se sont prononcés pour dire qu'ils ne vont pas le soutenir, il est en train de les enlever. C'est des postes qui sont purement politiques. Parmi les anciens, d'aucuns restent dans la mémoire des citoyens à travers leurs traces. C'est le cas du désormais ancien ministre de la Culture, Siaka Bari. Siaka Bari a laissé son nom dans l'histoire de notre République. La première pierre de la construction de mausolées de nos ancêtres, nos anciens illustres qui ont servi notre pays. Les travaux se poursuivent aujourd'hui dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal. Hier, il a qualifié la Guinée à la Chan Kenya 2018. Le décret du président de la République appelle les ministres destitués à d'autres fonctions qui ne sont pas encore connues. Les nouveaux seront-ils à la hauteur? L'avenir nous édifiera. L'opposition républicaine s'indigne contre le pouvoir en place suite à l'éboulement survenu récemment à Dar es Salaam, dans la commune de Ratoma, et qui a enregistré des morts. Pour les membres de cette frange politique, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour délimiter des périmètres de sécurité afin d'éviter que les citoyens n'empiètent pour ne pas mettre leur vie en danger. Explication Oumar Sow. Pour l'opposition républicaine, la tragédie survenue au compost de Dar es Salaam en est une parfaite illustration de la malgouvernance dont souffrent les Guinéens. Selon son porte-parole, pour des mesures sécuritaires, la décharge devrait être délocalisée. Mais en vain, l'État n'a pas évité le pire avec les cas de mort. Face à l'ampleur du drame, Aboubakar Silla pense qu'aucun effort n'a été fourni par les autorités afin de déplacer ce dépotoir central d'ordures. Avec l'éboulement qui est intervenu à la décharge publique, une décharge publique qui est au cœur d'une capitale, qui est au milieu d'une capitale Conakry, c'est inacceptable. Face aux occupations des environs du compost de Dar es Salaam, l'État parle d'une imprudence des riverains, des propos que ne partagent pas les membres de l'opposition républicaine. Aujourd'hui, on est en train de s'en prendre, j'ai entendu certains responsables politiques le dire, s'en prendre aux populations
qui aurait eu l'outrecuidance, l'imprudence de venir s'installer à côté de la décharge, alors que la responsabilité incombe à l'État. Une décharge publique ne doit pas rester au centre d'un quartier habité, au centre d'une capitale. Des dénonciations qui interviennent au moment où l'opposition guinéenne s'active dans sa restructuration. Une réorganisation à l'issue de laquelle de nouvelles règles seront édictées afin d'ouvrir la porte aux partis qui vont vouloir évoluer désormais dans les rangs de l'opposition républicaine. L'ancien vice-président de l'UFDG expulsé du parti s'insurge contre la gestion actuelle des communes. Pour Baouri, ces délégations spéciales ont montré leurs limites et font preuve de manque de responsabilité à tous les niveaux. C'est dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus de ce jeudi qu'il a fait cette déclaration. Suivez-le dans ce décryptage de Soirée Boubacar. Selon Baouri, la décentralisation de l'administration publique qui devait servir de pilier pour le développement à la base n'arrive toujours pas à bien fonctionner. Et cela s'est réduit au choix des personnes devant conduire la destinée de ces localités. La commune n'a pas été développée. Tous les problèmes, la grande majorité des problèmes que nous avons, c'est parce qu'il y a une déficience à ce niveau-là. Et pour reconstruire le pays, pour reconstruire l'État, il faut que les pouvoirs publics se rendent compte pour une fois, il faut que la politique de décentralisation soit un axe majeur. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et de manière plus large, non pas de manière politicienne pour essayer de placer des amis ou des castes mafieux, etc., mais pour permettre à la population de prendre son destin entre ses mains. Prenons exemple sur la commune de Retouma, pourtant gérée actuellement par une délégation spéciale issue de l'UFDG, son parti d'origine. Baouri s'interroge sur son bilan et l'accuse d'être en partie responsable du drame survenu du côté de Dar es Salaam. Les responsabilités sont partagées, mais une bonne mairie, lorsque vous voyez qu'il y a danger pour la population elle-même, vous anticipez, vous vous donnez les moyens que le drame n'arrive pas. Mais on laisse faire, ah moi j'ai trouvé ça comme ça, donc pourquoi voulez-vous que je me crée des problèmes, je m'en lave les mains. Ça c'est l'irresponsabilité à tous les niveaux. Et c'est ça qui est en train de faire en sorte qu'on ne fait que dénombrer des drames par-ci par-là. Vu l'explosion démographique et l'augmentation des besoins en matière d'infrastructures, surtout dans la capitale guinéenne, Baouri appelle les citoyens à choisir aux prochaines échéances électorales des personnes soucieuses de leur avenir. Dans 10 ans, on risque d'être encore 2 fois plus nombreux. Donc, il y a des problèmes qui se sont accumulés. Il faut que nous prenions le courage entre nos mains d'avoir des équipes responsables et ambitieuses pour le pays et pour les populations pour changer la donne. Sinon, demain risque d'être invivable. Pour ces leaders politiques, la Guinée a connu une accumulation des mauvaises pratiques desquelles il faut s'en défaire le plus vite que possible afin d'éviter d'aller d'erreur en erreur, dit-il. Après la crise au sein de la CENI, l'institution s'emploie actuellement à sortir le projet de chronogramme pour l'organisation des élections communales sans cesse repoussées en Guinée. Déjà, certaines villes de l'intérieur se mettent en ordre pour organiser ces échéances électorales. C'est le cas de Zérékoré où des ONG de la place comptent s'impliquer pour le bon positionnement de la jeune féminine sur les listes électorales. Aïssata Fofana. À Zérékoré, capitale régionale de la Guinée forestière, située au sud-est du pays, à près de 1005 km de Conakry, les femmes représentent 53% de la population, selon des statistiques fournies par la société civile locale. Mais en dépit de ce nombre, peu d'entre elles participent aux instances de prise de décision de leur communauté. C'est pourquoi, en prélude aux élections locales qui s'annoncent, Sekou Kaka Kamara, membre du conseil régional de la société civile et directeur exécutif d'une ONG, compte manager l'électorat féminin. Les 80% des ménages de la région fonctionnent sur la base des femmes. Donc elles ont un poids énorme dans l'assise d'une économie ou d'une économie familiale. Vous avez vu? Donc pratiquement c'est pourquoi nous nous battons, nous sommes contre leur discrimination sur le plan politique. Et alors là, c'est notre cheval de bataille. Dans sa feuille de route, Sekou Kaka Kamara dit avoir des projets pour l'émergence de la couche féminine. Mais pour matérialiser cette ambition, il demande le soutien de tous les acteurs impliqués dans le processus.
Sur les 66 communes que compte la région, vous n'avez qu'une seule femme maire. 66 sous-préfets, une seule femme sous-préfet. Alors, au niveau local, si on veut enclencher un processus de développement durable, comment nous pouvons aller sans cette couche qui est à 53% et qui endosse le fardeau réel des ménages? En attendant l'aboutissement de cette démarche, les autorités communales et préfectorales de Zérékoré se mettent, elles aussi, à la tâche pour sensibiliser les citoyens sur l'enjeu de ces élections. Au niveau, par exemple, de la commune, nous invitons toujours toutes les couches sociales pour que nous parlions des élections. Les élections se préparent. Et les élections, comme je l'ai dit, ça se déroule. Et après, il y a les résultats. Or, les résultats, c'est la conclusion de tout ce qu'on a fait. Et ces résultats doivent être acceptés de tous. C'est pour cette raison que nous disons, il faut que nous soyons unis pour aller aux élections. Même si la CENI n'a fixé aucun nouveau chronogramme pour l'instant, Sékou Kaka Kamara reste tout de même confiant et envisage de fédérer les actions de la couche féminine en un système de réseautage afin de promouvoir les femmes en première ligne. Santé, on en parle. D'après le constat, la carie dentaire peut toucher les personnes de toutes les classes et de tous les âges. Et selon les médecins, la maladie est due à plusieurs facteurs, notamment le manque d'hygiène buccale. Diao Bachir a rencontré un spécialiste. Suivez son reportage. Il y a quelques années, selon certains observateurs, la carie dentaire était une pathologie peu connue et dont on parlait moyen. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, la maladie devient de plus en plus une réalité préoccupante. Dr Boubacar Abobo Diallo est chirurgien dentiste. Il revient sur le processus carieux de cette pathologie. Elle se manifeste, comme je venais de le dire, par la formation d'une cavité des bactéries à travers la dent en bouche qui se nourrissent de sucre, et après cette nouille de sucre, elles produisent des déshydratats acides qui attaquent l'émail de la dent qui est constitué en grande partie de calcium. Cette attaque se caractérise par la destruction des tissus durs qui va évoluer vers une cavité dans la bouche. Selon le chirurgien dentiste Boubacar Bobo Diallo, les causes principales de la carie dentaire sont la mauvaise hygiène bucco-dentaire, la consommation abusive des sucres rapides et certains facteurs génériques qui sont également incriminés dans l'apparition ou la formation de la carie dentaire. Selon Dr Boubacar Bobo Diallo, le traitement dans la prise en charge de la carie dentaire est fonction des stades évolutifs de la maladie. Le traitement de la carie dentaire se fait au cabinet dentaire et fonctionne des stades, parce que la dent est composée de plusieurs couches, à savoir l'émail, la dentine et la pulpe. Donc quand c'est la pulpe qui est atteinte, il faut un traitement approprié qu'on appelle un traitement canalaire ou traitement de canal. Quand c'est la dentine, c'est un coiffage. Quand c'est l'émail, c'est un traitement aussi conservateur par coiffage. Dans la pratique des mesures préventives contre la carie dentaire, il faut se brosser les dents et nettoyer la bouche au moins 2 fois par jour. Conseille le spécialiste. Selon un rapport de l'ONU, en 2050, la Terre comptera plus de 10 milliards d'habitants et parmi eux, presque la moitié vivra en Afrique. L'Afrique qui s'adapte déjà à ce changement démographique annoncé. Exemple au Sénégal où certains construisent les villes de demain avec l'aide d'entreprises. Des villes énormes, luxueuses et coûteuses dont l'usage pose question. Regardez. Une enfilade d'immeubles en construction et des chantiers en pagaille. Le Sénégal, un des 25 pays les plus pauvres du monde, se paye un des projets les plus ambitieux d'Afrique. Soulager Dakar et ses plus de 3 millions d'habitants en créant une ville nouvelle,
l'État sénégalais met le paquet. Un train électrique pour relier Diamniadio à la capitale en cours de construction. Près d'1 milliard d'euros. L'autoroute à peine terminée, 350 millions. Sans compter une zone industrielle. Un quartier d'affaires et d'habitation pour héberger notamment les fonctionnaires de cette future cité ministérielle à près de 100 millions d'euros. L'idée, c'est de réaliser une ville avec toutes les fonctions. L'idée, c'est qu'à Diamniadio, il s'agira, pour ceux qui seront là, de travailler là et de loger en même temps ici. L'État sénégalais compte sur le secteur privé pour s'impliquer, comme ce groupe d'investisseurs avec ses rêves les plus fous. Ils ont reçu quasi gratuitement ces 64 hectares de terrain pour développer leur projet. L'entreprise est basée à Dubaï et ça se ressent. Là, il y aura le lac, l'hôtel 5 étoiles ici et des boutiques de luxe par là. On a apprécié Dubaï, mais on ne fait pas comme Dubaï, on fait plus que Dubaï. Difficile à imaginer à ce stade, mais le projet est absolument pharaonique. Diamniadio Lake City pour une clientèle privilégiée. Une ville futuriste à 2 milliards d'euros. Mais les investisseurs se montrent confiants. Ils n'ont aucun mal, disent-ils, à trouver les fonds nécessaires. On est un pays très stable, on est un pays démocrate. Chaque président, chaque élection, s'il y a des changements, les deux présidents s'appellent. Ça suffit pour vendre la destination Sénégal. Actuellement, par exemple, on vient de la Chine il y a 3 jours. Je dirais que le projet a été tous vendu. Mais le Sénégal ne voit-il pas trop grand? Et à qui sont destinés ces logements ultra luxueux comme par exemple cette maison modèle, déjà prête, tout équipée? C'est à la destination de la famille sénégalaise normale. Parce qu'au Sénégal, nous avons un déficit à Dakar de 150 000 logements. Le logement le moins cher à Diamniadio est à 20 000 euros, dans un pays où le salaire moyen frôle les 100 euros. Là-bas, j'ai travaillé 7 mois. Mon frère y travaille aussi. Sambasso vit avec sa famille à Barni, une ville collée à Diamniadio. Dans ce quartier, pas d'eau courante, pas d'électricité. Les gens ont bien du mal à se sentir concernés par cette ville nouvelle. Tous ces nouveaux immeubles, c'est pour les riches. Ici, ce sont des maisons que nous avons construites nous-mêmes. On aimerait bien qu'ils nous aident, même si c'est juste quelques poteaux électriques pour nous éclairer. Nombreux sont ceux au Sénégal qui n'ont pas les moyens de rêver. Près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En République centrafricaine, des groupes armés s'affrontent à Bengassou. La population continue de souffrir des violences qui touchent le pays. La plupart des habitants ont fui Indou de l'autre côté du fleuve Obangui en RDC. Suivez. Une ville fantôme. Bangassou vivait au rythme des mines de diamants. Aujourd'hui, c'est un champ de ruines. Conséquence des affrontements entre les milices ex-Séléka et les anti-Balaka. Près de 200 musulmans ont trouvé refuge dans la cour de la cathédrale de cette ville de République centrafricaine. C'est arrivé samedi et nous avons dû nous réfugier dans la mosquée. Les gens se battaient, ils tiraient. Mon frère a été touché au cœur et à la poitrine. La majorité des habitants de Bangassou a fui de l'autre côté de la frontière avec la République démocratique du Congo. Le village de Ndou accueille quelques 16 000 déplacés. Cette petite ville n'avait jusque-là pas été touchée par le conflit en République centrafricaine. En 2013, le président François Bozizé avait été chassé par des rebelles musulmans. L'ONU, qui craint un génocide, a positionné près de 13 000 casques bleus en Centrafrique. À cause des violents combats, seuls Médecins sans frontières et l'Église catholique aident encore les victimes du conflit. Maintenant, il y a la communauté musulmane et une partie de la communauté chrétienne qui s'était réfugiée au niveau des sites catholiques. Voilà, ils n'avaient pas droit, par exemple la communauté musulmane, ils n'avaient pas droit de sortir pour aller se faire soigner à l'hôpital ou dans des centres de santé périphériques. Dans un contexte d'extrême pauvreté en Centrafrique, le conflit a déjà fait des milliers de victimes.
Un cinquième de la population a dû fuir son foyer. Au Maroc, la mobilisation s'organise contre les violences sexuelles faites aux femmes. Des dizaines de personnes ont ainsi manifesté ce mercredi à Casablanca pour dénoncer l'agression collective dont a été victime une jeune fille. Regardez. 5000 personnes avaient répondu présentes sur Facebook pour cette manifestation. Ils sont à peine 200 ce mercredi soir à Casablanca. C'est peu, mais ce n'est qu'un début. Des rassemblements similaires ont lieu au même moment à Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir. La vidéo de l'agression sexuelle d'une jeune femme dans un bus, devenue virale sur Internet ces derniers jours, est celle de trop. Personne ne peut rester indifférent à ce drame qui s'est passé dans ce bus et ça nous concerne tous. Et voilà, il se trouve que ce drame a été filmé, donc on a entendu parler, mais je n'ose même pas imaginer le nombre de drames similaires qui se passent. Je suis aussi sujette à ce genre d'agression, ne serait-ce que verbale. C'est relatif, mais ça touche quand même. Et des fois, ça peut avoir des répercussions assez dramatiques sur la psychologie des personnes. Ils sont 6 adolescents, torse nu. Ils encerclent, déshabillent, violentent, insultent une jeune femme et ricanent. La victime pleure et hurle au secours. Le chauffeur du bus continue de rouler dans les rues de Casablanca. L'agression a eu lieu il y a plusieurs mois. Ces images n'ont été diffusées que dimanche soir. Et dans la foulée, les jeunes hommes ont été arrêtés par la police. Cet été, plusieurs vidéos similaires de Marocaines harcelées ou violentées dans l'espace public, comme ici à Tanger, ont été relayées sur Internet. Les réactions sont toujours mitigées, entre condamnation des agresseurs ou des victimes. Les associations féministes dénoncent l'immobilisme du gouvernement sur la question. Le ministre des Droits de l'Homme assure qu'une nouvelle loi sur les violences faites aux femmes est en discussion au Parlement. Un concert a été annulé à la dernière minute hier soir à Rotterdam en raison d'une menace terroriste. La police a arrêté le conducteur d'une camionnette circulant à proximité, immatriculée en Espagne et contenant des bouteilles de gaz. Puis c'est un homme de 22 ans, originaire de la province néerlandaise du Brabant, qui est interpellé en lien lui avec cette menace terroriste. Suivez. Autour de la camionnette, un périmètre de sécurité établi en urgence. Interdiction d'approcher. À cet instant, les autorités redoutent une explosion tout près de cette salle de concert. Les démineurs approchent. Ils découvrent des bonbonnes de gaz, mais pas d'explosifs dans ce véhicule que certains riverains ont aperçu. J'ai eu très peur. Vous croyez que ce genre de choses arrive loin de chez vous, mais là, c'était tout près. L'alerte a été donnée hier soir dès 19h dans la deuxième ville des Pays-Bas, Rotterdam. 2 heures avant la découverte, les policiers bouclent déjà le quartier. Ils annulent en dernière minute un concert à 500 mètres de là, prévu à la salle Maasilo. Une menace terroriste planerait sur l'événement. L'information leur a été donnée dans l'après-midi par leurs collègues espagnols. Avant même l'ouverture des portes et l'arrivée de la foule, le spectacle est annulé. Puis le conducteur de la camionnette, un Espagnol, est interpellé. Le véhicule nous a alertés car il effectuait des allers-retours avec une plaque d'immatriculation espagnole. Voilà pourquoi il a été arrêté. Pour l'instant, rien ne relie le conducteur au terrorisme ou à l'attentat de Barcelone. Il avait une attestation de transport de bonbonnes de gaz, mais il reste détenu et un deuxième suspect a été interpellé au sud du pays. Une opération policière menée aussi compte tenu du groupe qui devait jouer. On voit ici ces musiciens hier soir après l'annonce de l'annulation. Ce groupe californien s'appelle Alalas et selon ses membres, son nom, référence au sacré, leur a déjà valu des menaces de musulmans se disant offensés. Les musiciens affirment qu'ils n'ont jamais voulu provoquer. Ils doivent jouer en France demain dans un festival près de Paris. Sport à présent avec le Sili local qui a décroché son ticket de qualification pour les phases finales du CHAN prévues en 2018 au Kenya. Les poulains de Kanfori Lapé Bangoura ont étrié leur homologue du Sénégal hier sur le score sans appel de 5-0. Sur les temps forts de cette rencontre, suivez le compte rendu de Moussa Sefa Kamara.
La Guinée était pourtant en position défavorable aux yeux de nombreux fans du cuir pour la manche retour contre l'équipe locale du Sénégal qui avait pris une bonne option à Dakar en la dominant sur le score de 3-1. Mais pour l'entraîneur guinéen et ses poulains gagner à domicile et se qualifier était possible. Et quand on est arrivé ici, je dis notre destin est dans nos mains. Alors, je dis tactiquement, on a corrigé, on a changé la base tactique. Après, le discours était là, il fallait honorer non seulement nos personnes, nos familles, les autorités, c'est-à-dire la Fédé, le ministère et tout le peuple. Ça, c'est tout le monde qui compte sur nous. Là, c'est un discours de motivation comme ça, mais avec un travail tactique très sûr. Moi, je pense que la Guinée retrouve son identité, l'automatisme commence à venir. Nous jouons avec nos qualités qui sont les qualités techniques. On commence à corriger nos faiblesses qui sont mentales, qui sont aussi physiques. Et je crois aujourd'hui à un équilibre. Derrière, c'est les buts qui se suivent. Sekou Amadou Camara Trezeguet libère les siens à la 10e minute. Il est très vite imité par Mohamed Ndiaye et Ibrahima Sori Sankan pour un résultat de 3-0 à la pause, sans oublier le pénalty raté. À la reprise, une équipe du Sénégal sans réaction. Le Sili en profite, Sekou Amadou Camara marque 2 autres buts et signe le triplé. Pour le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, ces joueurs ne méritent pas ce résultat de 5-0. Moustapha Seck se défend. On s'y attendait parce que, quoi qu'on puisse dire, au football, c'est la vie, on ne peut pas tout prévoir au millimètre près. Mais on ne pensait pas que la pelouse allait être aussi trempée. Regardez les footballeurs sénégalais, ils portaient des bas de couleur blanche, mais à la fin, cette couleur était assimilable à une couleur noire. Donc cela veut tout dire. Donc il y a de la boue. Je répète encore, la Guinée mérite d'avoir une pelouse beaucoup plus adaptée pour ces footballeurs. Parce que là, il y a difficulté, il y a problème parce que quand le joueur se blesse, il peut se blesser. Il peut se blesser. Je vous dis encore qu'entre ces deux équipes, il n'y a pas un écart de 3 buts sur une bonne pelouse. À plus forte raison, 5 buts. Ici, ajoute à cela 2 buts qui ont été accordés, mais nous tous, nous savions qu'il y avait des positions de hors-jeu non sanctionnées par les arbitres. Je ne suis pas très déçu de la prestation des joueurs par rapport à leur comportement, par rapport à leur solidarité, par rapport à leur dynamisme. Mais je suis déçu un peu par rapport au score parce que cette équipe-là ne méritait pas d'encaisser 5 buts. La Guinée complète le tableau des 16 pays qualifiés pour le CHAN Kenya 2018. La deuxième participation guinéenne à cette compétition, éliminée au stade de demi-finale lors de la précédente édition au Rwanda 2015. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.tamtamguinée.com. Excellente soirée.